bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre dans ce nouveau Facebook Live en direct de la Maison de la Presse et de la Communication de Liège. Aujourd'hui, nous allons débattre sur un film, un documentaire qui a déjà fait beaucoup parler de lui depuis sa sortie en février dernier. C'est « Ceci n'est pas un complot » du réalisateur liégeois Bernard Crutzen. Alors, ceci n'est pas un complot, c'est un film documentaire, disons, d'une septantaine de minutes qui, en fait, pose des questions sur la manière dont les médias belges traitent de la crise sanitaire depuis maintenant une bonne année. Alors, ce film documentaire n'a pas encore été diffusé en salle puisque les cinémas sont fermés. Il n'a pas non plus été diffusé à la télévision et on verra peut-être pourquoi tout à l'heure. Par contre, il est présent sur les sites, les plateformes de streaming et là, il a déjà atteint en à peine 50 jours 1 700 000 vues, donc ce qui est évidemment un signe de son succès et de l'intérêt que les gens lui portent. Pour en parler aujourd'hui, eh bien, on a avec nous le réalisateur Bernard Crutzen. Bonjour, qui est liégeois, donc il nous a rejoint... Verviétois, voilà. Nous avons également Dominique Demoulin, qui est donc journaliste à RTL TVI. Pas besoin de la présenter, on la voit souvent au JT en direct. Et tu as notamment traité de la crise sanitaire. Voilà, depuis 1 an, effectivement. J'ai beaucoup parlé Covid, à défaut peut-être de terrorisme. C'est peut-être une autre forme de terrorisme. Ça, c'est un autre débat. Mais puisque tu me passes la parole, juste en 2 mots, dire que je suis là à titre personnel. Ce que je dirais n'implique pas ma rédaction. Bien sûr, je ne suis pas là au nom de tous les médias. Ce serait très présomptueux. À ce propos, juste une petite remarque. Au nom de ces journalistes qui n'apparaissent pas du tout dans votre documentaire, ceux qui ont fait un magnifique travail de décodage, qui ont mis en perspective les chiffres, qui les ont analysés, et puis tous ces journalistes, jeunes pour la plupart, qui sont allés sur le terrain, qui n'ont jamais manqué un jour, qui sont parfois revenus en larmes. J'en ai vu après un reportage dans une maison de retraite, dans un hôpital. Ceux-là, je regrette qu'ils ne soient pas aussi dans votre documentaire. Je vois que le débat est déjà lancé, mais on va y revenir. Je présente d'abord, évidemment, la 3e personne, l'invité, qui est Jean-François Raskin. Bonsoir. Qui est donc directeur, lui, de l'une des plus grosses écoles de communication et d'information ici en Belgique. C'est l'IEX à Bruxelles. Et d'information et de communication, évidemment, il va en être question aujourd'hui. Alors, on démarre tout de suite maintenant dans le vif du sujet. Bernard Crutzen, qu'est-ce que vous reprochez tant aux médias belges dans la couverture de leur information sur la crise sanitaire ? Bon, d'abord, ce n'est pas seulement un reproche, hein, c'est plutôt comment ils racontent le Covid. C'est-à-dire, moi, ce qui m'a intéressé, c'est ce qu'ils disent et ce qu'ils ne disent pas. Parce qu'il y a un certain nombre d'informations qui n'ont pas été traitées. Pourquoi je n'ai pas malheureusement toutes les réponses. Alors, le reproche principal, parce qu'on m'a beaucoup... on a beaucoup dit que je les considérais comme anxiogènes et donc la RTBF, par exemple, s'est défendue en disant mais c'est le virus qui est anxiogène, etc. Et moi, pour moi, c'est pas ça le reproche principal. Pour moi, ce qui me gêne beaucoup, c'est qu'ils ont contribué à une espèce de fabrique du consentement et je pense que c'est vraiment pas leur métier. C'est-à-dire que justement, on a confondu information et communication. Pour moi, les journalistes, leur boulot, c'est pas d'être les porte-parole du gouvernement. Et je pense qu'ils l'ont été trop longtemps. Je peux tout à fait comprendre que dans la première partie de l'épidémie, quand c'était quelque chose d'assez inconnu face auquel tout le monde était un petit peu sidéré, qu'ils aient globalement répété ce que disaient les experts, ce que disait le gouvernement. Il fallait probablement encourager le Belge au confinement. Mais cette option, je dirais, globalement de suivre les recommandations du gouvernement, elle est encore présente actuellement, 1 an après. Et là, je pense que vraiment, c'est plus leur métier, quoi. Il y a des porte-paroles que le gouvernement a engagés pour ça. Ce n'est pas aux journalistes. Les journalistes, pour moi, doivent être beaucoup plus un contre-pouvoir. Et donc, quand le gouvernement est là, on est vraiment dans des mesures que je trouve délirantes. Ils doivent faire un boulot beaucoup plus agressif, je pense, vis-à-vis des autorités. Alors voilà, c'est posé. Dominique, est-ce que je peux aussi te demander si tu trouves que les médias belges ont perdu leur esprit critique, comme il a l'air de le dire ? Non, je ne le pense pas, mais en même temps, vous faites la différence, effectivement, entre les différents moments de cette crise. Moi, j'ai une anecdote, c'est qu'au mois de décembre 2019, donc lorsque ce virus est apparu en Chine, on a fait plusieurs reportages sur ma chaîne
à propos du virus chinois. Je me souviens en avoir discuté avec mes collègues en disant est-ce qu'on n'en fait pas trop à propos de ce virus chinois. Je crois que j'ai fait la même réflexion à mon rédacteur en chef. Autant dire qu'à partir de moment, je me suis tue. Je ne suis pas revenue avec ce propos-là. Mais je pense que ce que cette crise a de particulier, c'est qu'effectivement, elle est inédite. On a été tous face à quelque chose d'absolument inconnu. Il y a eu un moment de sidération qui a provoqué énormément d'anxiété, parce que lorsque l'on interrogeait des scientifiques, des médecins, des épidémiologistes, des experts, eh bien, soit ils nous répondaient « on ne sait pas », et ça, évidemment, que ça génère de l'anxiété, y compris chez les journalistes. On n'est pas des porte-parole du gouvernement, contrairement à ce que dit Bernard Crutzen. Et puis, les réponses étaient aussi extrêmement divergentes. D'un expert à l'autre, on n'avait pas le même point de vue. Et je pense qu'on a rendu compte, honnêtement, correctement, de ces différents points de vue. On a posé les questions qui restaient sans réponse à ce moment-là. Est-ce qu'il fallait des masques? Est-ce qu'il ne fallait pas de masques? Est-ce que ce virus allait disparaître comme une mauvaise grippe? Est-ce que c'était une grippe? Tout ce travail-là a été fait. Et puis, il y a eu un second stade, peut-être, qui était celui du déconfinement, à partir de l'été, où là, on s'est peut-être laissé aller à certains automatismes. Il y avait ces chiffres qu'on donnait quotidiennement, on a continué à les donner. C'est vrai qu'il y a des réflexes... On continue toujours, d'ailleurs. Non. On ne donne plus les chiffres quotidiennement depuis un bon moment. Et je me souviens qu'on avait eu une discussion aussi. Est-ce que ça a un sens de donner les chiffres des contaminations alors que les seuls qui comptent vraiment sont ceux des hospitalisations? On avait commencé à donner les chiffres des contaminations. On s'est dit, si on arrête, le public risque de nous dire « mais pourquoi vous arrêtez de les donner? Qu'est-ce que vous voulez cacher quelque part ?» Donc, c'est toujours difficile de trancher et on est toujours sur la corde raide. On est dans une situation d'urgence depuis 1 an quasiment. Et je pense qu'on a donné la parole à des opposants, on a donné la parole à énormément de gens qui ne comprennent pas les mesures, qui les critiquent. Donc je pense qu'on a fait notre boulot de journaliste en posant les questions sans amener des réponses péremptoires comme a tendance parfois à le faire, M. Crutzen. On va revenir sur les critiques plus précisément, mais je voudrais juste d'abord demander à Jean-François Raskin. Bernard a dit tout à l'heure que les journalistes confondent maintenant information et communication. C'est vrai, vous trouvez aussi? Non, je ne crois pas. Il y a d'abord... Dire les journalistes ou les médias, c'est déjà un peu aller, ça va pas trop loin. Je veux dire, il y a effectivement, il y a eu des attitudes dans certains médias, chez certains journalistes, qui étaient des attitudes plus de communicants au service du gouvernement qu'une analyse vraiment objective et critique de la réalité et du discours dominant du moment. Il y a eu, à mon avis, 3 phases, trois époques dans 3 périodes depuis 1 an. Il y a eu une première période où, comme Dominique le dit, il y a des incertitudes, les discours scientifiques se contredisent, le discours politique, on a l'impression que ce sont des poules sans tête qui sont en train de courir. Ils ne savent pas, personne ne sait. Et je pense que les journalistes ont tenté d'essayer de trouver et d'avoir un discours et d'avoir un comportement qui est un comportement assez ouvert et assez critique par rapport à la réalité, et des réalités qui étaient très très dures. Il y a eu des reportages effectivement faits par des journalistes qui étaient assez pénibles et qui étaient dramatiques, où des journalistes se sont véritablement effondrés. Il y a eu au sein des rédactions des journalistes qui ont été vraiment très très mal par rapport à cette réalité qu'ils étaient obligés de couvrir. Puis il y a eu petit à petit une forme de consensus qui s'est établi, donc avec une politique très 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 claire qui était de dire on confine jusqu'au vaccin. Et beaucoup de journalistes ont adopté ce même comportement, c'est-à-dire se sont fait quelque part des porte-paroles en écartant d'ailleurs volontairement, sciemment, toute une série de discours scientifiques qui étaient, et pas des moindres, donc des scientifiques reconnus et aussi compétents et avec une notoriété bien plus grande parfois que les experts qui étaient choisis par le gouvernement. On a vu aussi que dans le comité des experts, on a écarté petit à petit ceux qui avaient une voix discordante. Et il y a eu pendant quelques mois, la fin du printemps jusqu'à l'automne, il y a eu comme ça j'ai vu des choses qui sont d'un point de vue journalistique de nouveau assez incroyables. Quand on interviewe
à un moment donné le porte-parole de Pfizer en lui demandant si son vaccin est sûr. Je veux dire, c'est le degré zéro du journalisme, sans rappeler même à cette personne que Pfizer a quand même été... Mais là-dessus, on est d'accord. Mais là-dessus, on est d'accord. On ne demande une pas. entreprise qui a été condamnée à la plus grosse amende jamais infligée à une entreprise pharmaceutique de 2,3 milliards de dollars. C'est pas rien. Et tout ça passe au bleu. Et donc, il y a eu vraiment... Je ne dirais pas fabrique du consentement, parce que je pense que Bernard Crutzen va un peu loin là, à ce niveau-là. Je pense qu'il y avait aussi une forme de discours un peu culpabilisateur, infantilisant, un discours qui était sentencieux, de morale. J'ai vu des chroniques dans certains journaux, des chroniques de gens très intelligents, de journalistes très intelligents, très aguerris, qui donnaient la leçon aux citoyens. Mais enfin, vous êtes irresponsable de faire ça. Mais moi, je n'ai pas envie d'avoir une leçon de morale d'un journaliste. Je veux bien avoir des leçons de morale de mes amis, mais pas d'un journaliste. Et donc, il y avait... Pendant quelques mois, ça a été vraiment très, très fort. On a vraiment ressenti, en analysant la manière dont la couverture, et de nouveau, certaines presses et certains journalistes, pas tous, heureusement, je pense qu'il y a eu plus de débats en France, par exemple, qu'en Belgique. Et maintenant, ça a changé ? Ça a un peu changé, parce que je pense que les ratés politiques, les incohérences des décisions politiques sautent tellement aux yeux aujourd'hui que les journalistes, la presse d'une manière générale, ceux dont l'exercice est de critiquer et de mettre en perspective, ont pris un peu plus de recul et dit il y a des choses qui ne vont pas. Quand un gouvernement décide comme mesure que pour les trains, pour aller à la côte, vous êtes obligé d'aller du côté de la vitre, on se dit mais c'est ce qui a fait que... Et en même temps, des discours au niveau du vocabulaire. Moi, je suis frappé par le vocabulaire qui est utilisé. Lorsque vous dites il y a des secteurs essentiels et des secteurs qui ne sont pas essentiels, ça veut dire que les gens qui reçoivent la logique de réception, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous recevez des messages, vous ne faites pas partie du secteur essentiel, donc vous n'êtes pas essentiel, donc vous êtes inutile, donc vous ne servez à rien. Mais vous pouvez le faire pendant un mois. Un mois, ça ne pose pas de problème, mais ça fait 1 an qu'on dit aux gens qui ne sont pas essentiels. En termes de... Je me dis, mais est-ce qu'il y a quelqu'un... Et il y a des journalistes, par exemple, je sais qu'il y a des journalistes qui refusent d'utiliser ce terme-là, qui dit, moi, je n'entre pas dans cette logique-là, je n'entre pas dans ce vocabulaire-là, parce qu'il est terriblement discriminant. Bernard Crutzen, vous l'entendez, donc les journalistes ne sont pas une masse uniforme, hein, donc ils sont plusieurs. Donc est-ce que vous pouvez entendre cette réponse ? Oui, alors effectivement, c'est une précaution oratoire que j'aurais dû faire avant de commencer. Quand je dis les médias, c'est comme quand les journalistes parlent de la police ou les jeunes. On sait bien que dans les jeunes, il y a de toutes sortes de jeunes et que dans la police, il y a toutes sortes de policiers aussi. Donc effectivement, c'est juste une facilité de langage. Quand je dis les médias, on est bien d'accord qu'un travail comme celui que fait Arnaud Reusen n'a rien à voir avec celui que fait Sacha Daoust, et heureusement. Donc ça veut dire qu'au sein même des rédactions, il y a des tensions, il y a des gens qui ont des opinions différentes. Moi, j'ai reçu, suite à la diffusion du film, de l'intérieur même de certaines rédactions, des messages d'encouragement en disant « t'as bien fait de taper la fourmilière, on n'en peut plus dans la rédaction, il y a une ligne éditoriale, on n'a pas le droit de par exemple, dire telle ou telle chose ». Donc ça veut dire qu'il y avait effectivement un malaise au sein des rédactions. Peut-être que le film a été un révélateur. Moi, j'ai senti qu'effectivement, il y avait un petit frissonnement, on ne va pas dire un sursaut comme je l'avais espéré, mais en tout cas un petit frissonnement au sein des rédactions. Dans une troisième partie de débat, mais si je veux repartir du film, que peut-être tout le monde n'a pas vu parmi nos téléspectateurs, je vous rappelle que vous pouvez d'ailleurs poser vos questions pour le chat, n'hésitez pas. Mais donc, ce que vous reprochez essentiellement, c'est que les médias, depuis 1 an, distillent la peur, dites-vous dans le film, distillent la peur avec ces chiffres qui viennent en litanie quotidienne. Vous dites que les journalistes sont les soldats zélés du gouvernement. Ça, je ne l'ai pas dit. Mais vous l'avez dit dans une autre interview. Okay. Et alors qu'on est tous pro-vaccin aux ordres du gouvernement, voire même plus des sociétés pharmaceutiques. C'est des choses que je n'ai pas dit dans le film, donc je ne sais pas d'où ça sort. Donc voilà. Dans votre interview à Kéros. Que j'ai dit que soldats zélés, c'est probablement la personne qui m'a interviewé qui voilà. Ouais. Je continue à penser qu'effectivement sur les chiffres anxiogènes, c'est un peu comme si on reprochait à un chanteur de vouloir vendre des disques. Donc je pense que c'est un mauvais procès de dire ils ont été anxiogènes. Oui, ils ont été anxiogènes. J'ai déjà répondu souvent à cette question parce qu'effectivement le virus l'était au début, mais ils ont continué, y compris en l'été alors qu'il n'y avait plus vraiment de raison de l'être. Encore maintenant, enfin moi quand je vois des gens porter le masque en rue à Bruxelles alors qu'il n'y a aucune étude scientifique qui prouve son utilité
je parle bien ici du grand public en rue, il n'y a aucune étude qui le prouve. Quand on pense qu'on est encore au couvre-feu, alors que c'est une mesure qui n'a nulle part été évaluée d'un point de vue scientifique, et que les journalistes, pour moi, ne critiquent pas assez ce type de mesure en disant c'est n'importe quoi, il faut arrêter ça. Pour moi, effectivement, ils accompagnent beaucoup trop le gouvernement dans son, je ne sais pas d'ailleurs, j'allais dire dans son agenda, mais je ne sais pas quel est l'agenda du gouvernement. On sent bien qu'ils ne savent plus trop comment sortir de cette crise. Et donc je trouve que des mesures, excusez-moi de vous interrompre, oui. Mais elles sont présentes depuis le début. Moi, je me souviens de ce fameux Conseil national de sécurité où on a parlé kayak, où il y avait des PowerPoint qui étaient absolument illisibles. Donc ces critiques-là, on ne les a jamais épargnées au gouvernement. Et elles sont... votre travail est légitime dans la mesure où, effectivement, il critique les mesures prises par le gouvernement. Nous les avons diffusées, ces critiques, nous les avons relayées. Pas les vôtres, mais nous avons fait nos propres critiques. Mais moi, je ne critique pas le gouvernement. Je critique la manière dont les médias ne critiquent pas le gouvernement. C'est-à-dire que je pense qu'ils ont sur des questions périphériques... Quand vous parlez du masque en rue qui est inutile, qui serait inutile, c'est une mesure prise par le gouvernement. Donc là, vous critiquez le gouvernement. Non, je critique le fait que les médias ne le reprochent pas. Moi je ne suis pas journaliste d'antenne. Nous avons critiqué ça. Nous avons critiqué ces mesures qui sont arbitraires. Et évidemment, comme plein de règles, d'ailleurs, quand on voit aujourd'hui, vous y faites allusion, ces trains qui sont bondés pour aller à la côte, alors qu'on ne peut pas sortir du pays, on se dit que quand même il y a quelque chose qui ne va pas, enfin, ou qu'on ne peut pas faire autre chose, que sais-je. Donc cette critique des mesures du gouvernement, elle fut aussi la nôtre. Maintenant, critiquer le messager comme vous le faites, j'ai envie de dire que ça remonte à la nuit des temps. On a toujours critiqué le messager et parfois vous le faites à coup d'approximation, voire de contre-vérité, de choses qui sont totalement inexactes. C'est ça que je déplore dans votre... Qu'est-ce qui est inexact dans mon film ? Pardon ? Qu'est-ce qui est inexact dans mon film ? Qu'est-ce qui est inexact ? Alors, il y a en tout cas beaucoup de sous-entendus, beaucoup trop de sous-entendus. Moi, j'avais envie de dire, en regardant votre film, je me dis, le titre, il est ironique, il est très belge. Moi, j'avais envie de dire, c'est un complot Ikea que vous nous proposez. On a toutes les pièces qui sont là. Bon, il faut le monter soi-même, quoi. Mais quand vous allez dans ce service d'urgence, que vous dites on est loin de la saturation, c'est pas la deuxième vague. Alors il ne faut pas cligner des yeux trop longtemps pour voir la date qui apparaît effectivement. Elle y est deux fois. Elle apparaît au début de la séquence et je fais un plan de 15 secondes sur l'horloge pour bien montrer qu'on est le 7 octobre et je dis le professeur Laterre dit ici on était débordé, on était en saturation, on a eu 23 à 24 patients dans ce service et donc il ne dément pas du tout et moi non plus qu'il y a une saturation hospitalière. On est là entre les deux vagues et donc attendez, madame, vous avez montré, les médias ont montré pendant des mois et des mois des hôpitaux à saturation. Je suis le seul qui ait montré un hôpital pas en saturation. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a un moment où il faut faire contrepoids justement au poids des médias ? Pendant des mois, on n'a entendu que le même discours. On a autant de morts, on a autant de... Donc moi, mon film est un contrepoids. J'ai voulu qu'on montre autre chose, c'est-à-dire un autre son de cloche que celui qu'on a entendu pendant des mois. Et je parle particulièrement des JT et des unes des grands journaux, parce qu'effectivement, il y a des journalistes qui ont bien fait leur travail, mais malheureusement, le taux d'audience d'un CQFD n'est pas le même que celui du JT ou celui de la une du soir. Et donc, je pense que pendant des mois, les gens ont été bombardés d'une communication à sens unique, essentiellement oxygène, essentiellement qui a accompagné le gouvernement, et je trouve que ça suffit. Et moi, j'essaie d'apporter juste un contrepoids à cet énorme volume. C'est tout à fait salutaire, le contrepoids. Ça, je n'en disconviens pas. Mais vous me demandez qu'est-ce qu'il y a comme erreur, comme approximation. J'ai appris, grâce à votre film, qu'il y avait effectivement 40 amplifications des tests PCR. Je l'ignorais, voilà. Donc, je n'en disconviens pas, c'est une réalité. Maintenant, les spécialistes disent que ce sont les machines qui sont calibrées comme ça. Vous allez me dire, on peut changer le calibrage des machines. C'est ce que je pense aussi. Ce que je conteste, c'est la conclusion que vous en tirez. Parce que vous dites, c'est parce qu'on fait 40 amplifications et donc qu'on repère des virus qui ne sont plus présents, qui ne sont plus actifs. C'est ça, c'est ce que Van Latem qui dit, des cadavres Moi, de virus. Dis rien, je dis rien, c'est Van Latem qui le dit. Oui, non, mais vous, votre conclusion, c'est à partir de ces analyses qui sont pas correctes, qui sont inexactes, on confine toute une population. Mais vous savez très bien que c'est pas à partir des tests qu'on confine la population, c'est à partir de l'augmentation des hospitalisations et
en particulier de l'augmentation des hospitalisations dans les soins intensifs. Ce sont deux choses fondamentalement différentes, Monsieur Crutzen, et vous les mélangez quand ça vous arrange. Ben, bien sûr qu'elles sont corrélées, forcément. S'il n'y avait plus de contamination, il n'y aurait pas plus d'hospitalisation. Mais en l'occurrence, le confinement, il est décidé sur base de l'augmentation des hospitalisations dans les soins intensifs, pas sur base des tests positifs. Non, les tests positifs, alors donc je vais répondre à cette question. Je dis dans un film une phrase sur laquelle je pensais être repris par tout le monde, y compris les politiques, parce que je la trouve assez forte et beaucoup plus importante que de ce que certains détaillent. Je dis à un moment, l'annonce quotidienne des nouvelles contaminations constitue au minimum un glissement sémantique et au pire un mensonge d'État. J'allais la relever parce que je l'ai noté. Mais il n'y a aucun politique qui est revenu là-dessus. Et le glissement sémantique, je suis d'accord avec vous. Voilà, mais le mensonge d'État, par contre, ça s'appelle comment? Enfin, si on va plus loin, un mensonge d'État qui mêle qui? Qui mêle le gouvernement, ça, qui si mêle vous voulez bien, on la va passer presse. dans une deuxième partie, parce que là, on est déjà en train de déborder, mais on parle d'abord des critiques, évidemment, émises du côté de ceci n'est pas un complot vis-à-vis des médias. Est-ce que vous trouvez qu'effectivement, son travail, comme il le dit lui-même, est un contrepoids? C'est-à-dire, ce n'est pas un travail véritablement journalistique où on donne la parole à l'un et à l'autre, on essaye de faire un équilibre. Ici, il le dit lui-même, il est un contrepoids. Vous avez trouvé ça aussi, Jean-François Raskin? En fait, je ne suis pas spécialiste du documentaire ou de l'enquête journalistique. Je trouve qu'il y a un peu des deux. Et donc, une des critiques que l'on a fait à Brennard Crutzen, que beaucoup ont fait, c'est qu'on ne sait pas dans quel espace, dans quel genre il se situe, en fond. Alors, les questions qu'il pose, ce sont des questions que beaucoup se posent. Donc, c'est pas condamnable de se poser des questions. Heureusement, d'ailleurs, on doit se poser des questions sur ce qui s'est passé, la manière dont aussi la presse a traité cela. Mais dans le débat entre Bernard Crutzen et Dominique, il y a quelque chose de particulier. C'est que, effectivement, dans la logique de Dominique, elle dit on a fait le boulot, on a donné la parole, etc. Et ce que Bernard Crutzen dit, mais au fond, oui, peut-être bien que vous l'avez fait, mais comment est-ce que les gens reçoivent ça? En fait, c'est tout le système cognitif, en quelque sorte, la manière dont les gens, les citoyens, les téléspectateurs, les lecteurs reçoivent le message. Lorsqu'on oppose à une critique à la critique de Bernard Crutzen le fait qu'on additionne les sujets qui ont été traités et au fond tous les sujets ont été traités, c'est sans doute vrai. Et d'un point de vue rédactionnel, je sais bien, parce que je fréquente les rédactions depuis assez longtemps, il y a effectivement, oui, mais on a parlé de ça ce jour-là, la question, c'est quelles sont les logiques de réception? Comment est-ce que les gens, finalement, reçoivent le message et qu'est-ce qu'ils retiennent de cela? Moi, je pense que, parce que les réseaux sociaux sont là et sont de plus en plus là, je pense que les journalistes, d'une manière générale, les médias d'une manière générale, et on le fait aussi dans nos écoles de journalisme, on doit réfléchir davantage à comment les messages sont reçus par la population, ce qu'ils retiennent des messages, et quel est le sentiment, qu'est-ce qui reste en quelque sorte dans le cerveau après avoir fait nos reportages et avoir fait notre boulot de journaliste. Je pense que cela, c'est quelque chose qui doit être de plus en plus présent dans le travail des journalistes. C'est la manière de réaliser ce documentaire. Mais donc, il y a un moment donné où il pose des bonnes questions sur la manière que nous avons, que les médias en tout cas ont de travailler. Mais il y a un moment donné où il va peut-être un peu plus loin. Il y a un moment donné où vous dites dans votre film que c'est peut-être que tout cela a été fait sciemment pour essayer de nous amener une société, par exemple, qui serait plus liberticide ou plus hygiéniste aux mains de lobbies de pharmaceutiques ou gouvernementales. Là, est-ce que vous n'allez pas un pas trop loin dans votre critique ? Alors, je ne dis pas que ça a été fait sciemment, je dis que ça représente une opportunité pour ces gens qui rêvent de ce monde-là. Donc, je pense qu'effectivement, et là, ce serait difficile de dire que ce n'est pas vrai. S'il y a 1 an, on avait dit à la population, vous savez, il y a un virus qui arrive et ça va se terminer par un certificat vaccinal où vous ne pourrez plus aller où vous voulez si vous n'êtes pas vacciné, si vous ne pouvez pas prouver que vous avez un test positif, on aurait traité les gens de complotistes. Or, c'est ce qui arrive maintenant. Donc moi, je me dis quand même qu'on est en train d'assister à quelque chose d'extraordinaire. Je ne sais pas, d'extraordinairement grave en tout cas, c'est-à-dire que
toutes les libertés fondamentales, y compris celle de voyager, de rencontrer des gens, de vivre comme on a vécu jusqu'ici, sont mises à mal par un virus dont la létalité, il faut quand même toute proportion garder, n'est pas si extraordinaire qu'on nous le fait croire depuis le début. Et c'est là que je pense que les médias continuent, ça va un peu mieux ces derniers jours, mais je pense qu'on continue à distiller la peur. Ici, probablement pour continuer à provoquer l'adhésion à la vaccination, mais ça passe par des mesures complètement délirantes où les gens doivent mettre des masques dans la rue, où on fait des couvre-feux, où on ferme des commerces non essentiels. Donc là, pour moi, effectivement, on a dépassé largement le stade d'une crise sanitaire. On est dans un problème sécuritaire. Et pour moi, derrière ça, il y a certaines personnes ou certains groupes, ou je ne sais pas très bien parce que j'aurais voulu mener l'enquête plus loin, mais c'est extrêmement compliqué. Je pense que c'est une opportunité géniale pour des gens qui rêvent de ce type de société à la chinoise avec contrôle des populations. Est-ce que ceci devient un complot ? Oui. Je dirais que je n'ai pas plus envie que M. Crutzen de vivre dans une société hygiéniste et liberticide, que je m'interroge, tout comme lui, sur les conséquences psychologiques, sur les conséquences sociales, sur les conséquences économiques de la crise que l'on vit. Mais qu'est-ce qui permet d'affirmer, comme vous le faites, là j'ai noté votre phrase, que cette crise sert à masquer une crise beaucoup plus grave, plus systémique. Alors là, on est en plein dans le complot. Quand je disais tout à l'heure, c'est un complot Ikea, puisqu'il faut reprendre les pièces un petit peu partout. Hein. Il y a les experts qui cachent leurs conflits d'intérêts, il y a la presse qui tait certaines choses, il y a Bill Gates, bien entendu, quelque part, même si il n'est pas très présent dans votre documentaire. Mais laissez entendre que cette crise du coronavirus en cache une plus grave. Alors, qui veut cacher quoi ? Est-ce que nous sommes les idiots utiles du gouvernement en adhérant à ces mesures qui sont parfois arbitraires, je le disais, qui sont parfois absurdes ? Quel serait notre intérêt à nous et qu'est-ce qui vous permet d'affirmer ça ? Et une crise plus systémique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le système libéral n'a pas été capable de gérer correctement cette crise, mais versus quoi ? Versus le système chinois ? Je sais pas, je pose la question. En tant que journaliste, moi, je pense que je dois poser des questions. Vous y répondez, vous y apportez vos réponses. En tant qu'idéologue, peut-être, je ne vous connais pas, donc je n'en sais rien. Je ne vais pas agir comme vous le faites parfois avec des présupposés. Mais ce genre de propos dans votre film, je ne peux évidemment pas y adhérer. C'est un point de vue qui ne repose sur rien. C'est pour ça que j'ai interrogé quelqu'un qui fait autorité. Je ne me serais jamais permis de voir derrière cette crise, ou en tout cas de dire que derrière cette crise, il y avait autre chose. Si c'est pas Georges Jeu, grand financier, numéro 2 de la Bourse de New York pendant 20 ans, qui dit lui-même, ça fait depuis 2017 que je dis qu'on va droit dans le mur avec notre système, qu'il va y avoir un grand reset de l'économie. Enfin, je veux dire, tous les indicateurs le montrent, on va se casser la figure. La Belgique, il y a quelques mois, se tracassait de savoir comment elle allait trouver 1 milliard d'euros. Là, on est à 33-34 milliards d'euros qu'il faut trouver. Et vous pensez vraiment qu'il ne va pas avoir une crise monstrueuse derrière ? Je veux dire, c'est évident. Si, alors, je dis que je m'interroge sur les conséquences économiques et M. Jeu est quelqu'un d'éminemment respectable, bien entendu. Maintenant, on passe à autre chose. On ne parle plus de la crise Covid et on ne parle plus de la manière dont les médias... On ne parle plus de la manière dont les médias la gèrent. On dit que derrière, il pourrait y avoir une crise, effectivement, économique et systémique. Et les médias ne le voient pas. Et les médias n'en parlent pas. Oh, ça, c'est pas vrai. Ça, c'est encore une fois un procès d'intention. Je parle de cette histoire d'écran de fumée. C'est encore une fois un procès d'intention. On a fait plusieurs reportages. Alors, vous regardez peut-être pas RTL, mais vous devriez. Sur les problèmes de proximité qu'il y a entre, effectivement, les animaux qui sont susceptibles, et notamment les chauves-souris, d'amener ces virus, et les hommes qui, de plus en plus, occupent des terrains qui jusque-là étaient... Mais c'est pas du tout de ça que je parle. Mais ça c'est quand vous dites les enjeux... ça c'est un des enjeux aussi, et c'est un problème climatique aussi, et c'est un problème auquel on sera confronté de plus en plus. Donc ce qu'il y a derrière cette crise, c'est pas seulement le système économique qui est mis en cause, c'est aussi notre manière de vivre, et c'est la crise climatique qui est derrière. Est-ce qu'en débordant justement dans son documentaire de la crise sanitaire et en débordant sur une crise de société beaucoup plus large, est-ce que là, il fait aussi, vous pensez, un pas trop loin ?
Non, parce que, comme le dit Dominique, il y a la crise de la Covid-19 est une crise aussi de société et de modèle de développement. Juste pour dire une chose, c'est Georges Hugeux dans une interview du Monde, dans Le Monde, qui dit que en fait la crise du Covid masque une crise beaucoup plus systémique et beaucoup plus globale. C'est ce qui est dans son oui, tout à fait. documentaire. Et donc il y a je pense qu'effectivement, on est dans un phénomène, par exemple la Covid-19, c'est lié à un virus qui a été transmis à l'homme par l'animal. Donc on est dans un phénomène de zoonose. On ne sait pas aujourd'hui, par exemple, si les chats ou les chiens, les hamsters ne sont pas non plus porteurs du virus et ne le transmettent pas à l'homme. Donc ça pose une question. On a vu l'histoire des visons en Suède, on a parlé de l'affaire des chauves-souris, du pangolin, je ne sais même pas quels sont les animaux aujourd'hui qui peuvent transporter des virus vers l'homme. Mais toujours est-il que ces barrières qui sont en train de tomber entre le règne animal et le règne humain vont poser des problèmes gigantesques dans les années qui viennent. Et ça, c'est pas moi qui le dis parce que je ne suis pas un spécialiste, mais on le lit partout dans toute une série d'études qui sont faites aujourd'hui. La déforestation, les ruptures. Mais tout ça, est-ce que c'est voulu pour instaurer... Non, mais c'est le voulu, évidemment. C'est voulu parce qu'il y a quelqu'un qui déforeste, évidemment. Mais vous laissez supposer que c'est voulu, qu'effectivement, la crise du Covid... de la Covid. Bon, on n'est pas d'accord là-dessus. Mais cache tout ça. Je pense que le Covid a bon dos, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre sur le dos du Covid la crise monumentale qui nous pend au nez. Il va y avoir des mesures d'austérité parce que fatalement les 32 milliards, il va falloir les trouver. Donc on va demander aux gens de faire des efforts. Ça va toujours être les mêmes, la classe moyenne. Il y a les assistés, malheureusement, ces gens à qui on ne peut pas prendre d'argent. Il y a ceux qui ont déjà mis leur argent dans les paradis fiscaux auxquels on ne va pas toucher. Et donc ça va de nouveau être, pour moi, on va arriver, et c'est Hugeux qui me le disait aussi, on va arriver à des mesures d'austérité comme en Grèce en 2008, où tout le monde va devoir se serrer la ceinture, on n'aura peut-être plus accès à notre épargne, les pensions vont diminuer, tout ça parce qu'il va falloir... Et alors, on va dire que c'est à cause du Covid qu'on a dû faire des confinements. Déjà, il y a ça commence à sortir, des études qui montrent que les confinements, finalement, c'était peut-être pas une très très bonne idée. Enfin, on va dire que tout ça, c'est à cause du Covid. Sauf que cette crise, elle allait arriver. C'était une crise de l'endettement majeur, etc. Alors, je ne suis pas spécialiste de l'économie. Ce que je veux dire, c'est que je pense que les médias ne se sont pas beaucoup, les médias globalement, en tout cas les médias qui réfléchissent, ne sont pas beaucoup posé cette question de big picture. Qu'est-ce qui nous arrive ? Moi, je suis quand même sidéré quand je vois ce qui nous arrive, qu'il n'y a pas plus de journalistes qui se disent « Attendez, là, il y a un truc quand même bizarre. On en arrive à des extrémités énorme. On est en train de nous proposer une société pour laquelle on n'a pas voté. Moi, je voudrais savoir qui dirige nos dirigeants. Parce que pour prendre des décisions comme ils prennent maintenant, parfois contre-courant total des recommandations des scientifiques, c'est que quelque part, il y a quelque chose derrière qu'ils savent peut-être. Quand j'entends Paul Magnette qui a dit au mois de septembre... Attendez, je termine. Quand Paul Magnette disait au mois de septembre, il n'y aura plus de société, je ne sais plus ses phrases exactes, mais pour lui, c'était clair qu'il n'y aurait plus jamais de vie comme avant. Au mois de donc c'était début septembre. Donc Paul Magnette, visiblement, c'est des choses qu'on ne savait pas, en tout cas à cette époque-là, qu'il n'y aurait plus de vie comme... Alors qu'on nous a dit que le vaccin allait tout résoudre et que si on se faisait vacciner, on allait revenir à une vie normale. Maintenant, c'est plus le discours. Maintenant, il faudra peut-être plusieurs discours du politique ici en Belgique pour le moment. Je ne pense pas qu'il y a un double discours. Il y a un discours. Il n'y a pas de discours, en fait. Il gère... Je pense que le principe de précaution est devenu un mode de gouvernance dans nos sociétés aujourd'hui. Les politiques ne prennent plus aucun risque, ils ont peur de tout, et le confinement, évidemment, ça arrange bien tout le monde, en attendant la vaccination et la possibilité de retrouver une certaine forme de liberté. Voilà, je pense que c'est vraiment... L'expérience, il n'y a plus de grands hommes ou de grandes femmes politiques qui prennent des décisions un peu courageuses en disant « tant pis, je vais à contre-courant de ceci ou de cela ». Et donc aujourd'hui, Brook l'a fait pour AstraZeneca. Oui, c'est ça. Mais aujourd'hui, il y a vraiment, c'est dire, on prend le moins de risques possible. Et beaucoup de gouvernements en Europe agissent de cette manière. On a eu quelques expériences dans les pays nordiques où ils n'ont pas été jusqu'au point où nous sommes aujourd'hui. On est déjà à une demi-heure de... Donc je voudrais simplement, ici, avant de passer aux questions-réponses, demander si son documentaire a changé quelque chose dans la presse. Est-ce que vous constatez depuis 2 mois, depuis qu'il est sorti, qu'on réfléchit plus et que le ton a changé dans les médias ?
Je pense que la semaine qui a suivi, mais ça, Jean-François pourra le dire aussi, il y a eu un petit changement de ton. Des gens qui sont abonnés au soir m'ont dit, tiens, depuis que tu es sorti, mais pas seulement à cause du film, aussi parce que les avocats et les magistrats sont montés au créneau, les pédiatres, les psychiatres. Il y a eu un mouvement où tout d'un coup, les journalistes, à mon avis, se sont dit, bon là, peut-être qu'effectivement, on en a fait un petit peu trop. Moi, ce que je déplore simplement, et là, ça ne fait que confirmer le film, ça valide ce que je disais, c'est-à-dire que je n'étais invité à aucun débat sur des émissions comme Ce qui fait débat, où c'est pas tous les jours dimanche à RTL. C'est-à-dire que dès que quelqu'un a un discours qui dérange la narration officielle, on fait barrage. Et donc c'est pour ça que je suis très ravi d'être ici, parce que voilà, il n'y en a pas eu beaucoup. Le film a quand même été diffusé en télévision, je voulais préciser ça, sur nos télés. Donc c'est la télévision qui a eu le courage de la diffuser. Et d'ailleurs, il y a un des administrateurs du Ramdam Festival qui a démissionné suite à la diffusion du film. Donc c'est un film très clivant, et ça je le regrette, parce que moi j'avais espéré qu'au contraire, il y ait une espèce de prise en conscience des journalistes de peut-être une autre façon de discuter. Moi j'aurais voulu pouvoir aussi en discuter avec eux. Et je remarque qu'il y a plutôt... et c'est très fort maintenant à cause du vaccin, je pense. De nouveau, on est dans la fabrique du consentement. De nouveau, il ne faut surtout pas critiquer trop. En tout cas, le principe même de la vaccination n'est pas mis en question. Dominique, est-ce qu'au sein de la rédaction de RTL, on a parlé de ce film? Est-ce qu'il y a eu des réflexions qui en sont sorties? Oui, bien évidemment. D'abord, je constate que Bernard Crutzen n'avait pas besoin de la TV pour que son film soit regardé. Combien vous avez dit? 1 700 000. Ah bon, ouais. Mais évidemment que ce film a suscité des réactions et a suscité des discussions en interne. Et cela dit, les questions que vous posez, la remise en question des pratiques journalistiques méritait davantage un débat interne, d'ailleurs, à mon avis, qu'un débat grand public. C'est là qu'il pouvait se poser, c'est là qu'il fallait peut-être réfléchir. Pas qu'il fallait, c'est là qu'on réfléchit sur la nécessité de prendre cette distance critique, y compris dans des situations d'urgence. Et je le répète, depuis 1 an, on vit en situation d'urgence. C'est là que c'est votre film qui nous pousse aussi à réfléchir, comme je le disais tout à l'heure, sur ces réflexes, sur ces routines qui consistent à donner les chiffres parce que tous les jours, il y a la conférence de presse du centre de crise. Maintenant, je ne sais plus quelle était votre question. Maintenant, sur le propos... Est-ce que le ton a changé? Est-ce que vous êtes plus prudent à la rédaction de RTL, notamment sur les chiffres? Moi, je dirais qu'on réfléchit davantage à nos pratiques et à nos manières de fonctionner. Maintenant, vous disiez, je n'ai participé à aucun débat sur une chaîne grand public. Bon, sur le propos, à partir du moment où le vôtre consiste à dire que les journalistes sont effectivement les petits soldats du pouvoir ou les idiots utiles, comme je le disais tout à l'heure, qui visent à instaurer une société autoritaire, on peut quand même pas y adhérer. Là, non, on a bien compris. Et sur les méthodes, pareil. Je n'ai pris que 2 exemples tout à l'heure, mais enfin, vos méthodes, quand vous parlez effectivement de mensonges d'État et de choses pareilles, ce sont des méthodes qui sont pour le moins contestables, et je ne pense pas qu'il soit utile d'y répondre devant le grand public. Jean-François Raskin, est-ce que vous trouvez aussi, vous êtes un observateur oui. des médias, est-ce que vous trouvez que le ton, le discours change ces dernières semaines? Le discours change. Je sais, en tout cas, parce que j'ai beaucoup d'amis dans différentes rédactions qui m'ont dit qu'ils avaient beaucoup parlé du travail de Bernard Crutzen, qui n'adhéraient pas, évidemment, pour la plupart, à la méthode qui avait été celle utilisée par Bernard. Oui, ils sont prêts à aussi entendre une certaine forme de critique de leurs pratiques, mais la presse, d'une manière générale, n'aime pas discuter d'elle-même en public. Donc, mais les discussions au sein des rédactions se poursuivent, se font. Je pense qu'il y a vraiment des réflexions au niveau des rédactions. Et je pense aussi qu'à un moment donné, il va falloir faire un travail, peut-être un travail d'universitaire, d'intellectuel, autour de la manière dont ça s'est passé, avec eux, et de voir et d'avoir une analyse un peu plus fine de la manière dont les différents organes de presse ont travaillé et ont couvert cette période-là.
Je pense aussi que le travail de Bernard Crutzen est arrivé à un mauvais moment, c'est-à-dire pratiquement après Hold Up, qui, ce travail était vraiment... C'est un autre documentaire français, mais qui était carrément dans le complot. C'est-à-dire, il y avait une réponse. La réponse était les grands patrons qui voulaient mettre sous leur coupe la terre entière, etc., qui voulaient diminuer la population terrestre. Enfin bref, il y avait une explication. Bernard Crutzen ne va pas jusque-là. C'est vrai que parfois, ça laisse des portes ouvertes vers cela, mais ce n'est pas ça qu'il dit. Et donc, ça dépend aussi de la manière dont c'est reçu. Je pense que s'il n'y avait pas eu Hold Up, son documentaire aurait été vu totalement différemment. Vous trouvez aussi ? Je ne sais pas, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de Belges qui ont vu Hold Up, donc je ne suis pas sûr que ça déteint. Mais c'est vrai que certains journalistes, en tout cas dans Le Soir, c'était flagrant, c'était, ou dans Le Vif, documentaire à la sauce Hold Up, donc documentaire belge à la sauce Hold Up. Et donc c'est vrai que ça m'a fait une très mauvaise publicité, parce qu'on a beaucoup travaillé avec mon équipe pour éviter cet écueil-là. Alors j'ai cité Bill Gates, non pas en tant que complot, mais simplement pour dire qu'il arrosait les médias, et ça c'est connu. Je veux dire, il y a des bouquins entiers qui ont été écrits là-dessus. Il donne 2 millions au monde. Bon, écoutez, ça c'est comme quand vous dites que Bill Gates... La fondation de Bill Gates a donné 700 000 euros à Van Rans. Pas de chance, c'est pas Van Rans qui les a eus, c'est son collègue du bureau à côté, mais qui est moins médiatisé. Bon, c'est une erreur, c'est factuel. Je dis qu'on l'en donnait à la KUL. Non, vous dites à Mark Van Rans. Non, je dis à la KUL. Alors, je réécouterai, mais pour moi, il était évident. On ne va pas discuter sur les points de détail, parce que l'émission avance, et donc j'aimerais bien pouvoir donner la parole à ceux qui nous écoutent. Alors, j'ai ici une question qui est, je pense, intéressante. Donc, les journalistes des médias officiels disent tellement tout. Comment pouvez-vous alors expliquer la naissance ou la croissance énorme de médias alternatifs qui ont de plus en plus de succès et qui donnent la parole à d'autres personnes que les spécialistes attitrés par le gouvernement ? En Belgique d'ailleurs, comme en France. C'est vrai qu'on voit apparaître effectivement toute une série de médias alternatifs qui ont beaucoup de succès ces derniers temps. Les médias alternatifs, oui, c'est quoi ? C'est les réseaux sociaux. Ils étaient déjà là avant la crise du Covid. Ils ont pris effectivement de l'importance, sans doute, à la faveur de cette crise. Parce qu'ils apportent sans doute aussi de la rassurance dans un contexte qui est extrêmement compliqué, qui est extrêmement anxiogène pour tout le monde. Et quand je dis de la rassurance, parce qu'effectivement, le complot, c'est une manière de réorganiser le monde. Quand on ne le comprend pas, c'est facile de dire, oui, forcément, on ne comprend pas parce qu'il y a un grand complot au-dessus de tout ça et qu'il y a le gouvernement, le Big Pharma, Bill Gates, l'OMS et que sais-je. Donc maintenant, les médias... Qu'est-ce que vous avez dit, les médias... Par exemple, vous êtes un média alternatif avec votre... Enfin, nous, on n'est pas un média officiel. Hein, c'était Moi, je suis indépendant et j'aurais voulu effectivement pouvoir être... J'ai proposé à Isabelle Christian, qui est la responsable documentaire, coproduction documentaire à l'RTBF. Elle m'a dit, écoute, c'était au mois de mai, que c'est beaucoup trop tôt pour faire notre autocritique, en tout cas. Et puis, elle venait de signer pour un autre film qui s'appelle Un grain de sable dans la machine. Donc, c'était compliqué de... Voilà. De toute façon, ça m'a permis de garder mon indépendance. Je crois que la personne qui a écrit le post pense plutôt à des médias comme Keros ou BAM, Belgium Alternative Media, qui sont des vrais médias, qui ne sont pas des sites internet ou des réseaux sociaux, avec des journalistes qui travaillent et qui essayent d'apporter et de donner justement la parole à ceux qu'on entend très peu sur les médias, non pas officiels, parce que ça ferait très Corée du Nord. Oui. Je dirais plutôt les médias, les grands médias, on va dire ça comme ça, les médias mainstream, pour reprendre une expression un peu galvaudée. Donc je pense que effectivement, les gens qui cherchent un autre son de cloche, qui aussi entendent d'autres choses. Moi, j'ai reçu, suite au film, un médecin hospitalier qui me dit « Mais je ne comprends pas ce que disent les médias. Chez moi, on n'a pas du tout de problème de saturation en ce moment même. Donc, pourquoi est-ce qu'on crie à la saturation des hôpitaux de nouveau ?» Et donc, ces gens ne peuvent s'exprimer effectivement que sur des médias alternatifs parce qu'on ne les invite pas ni à l'RTBF, ni à RTL, un peu sur l'N24 quand même, qui fait peut-être un travail un peu plus... Je crois que dans C'est pas tous les jours dimanche, effectivement, il y a eu beaucoup de gens qui ne comprenaient pas ces mesures ou qui les contestaient, qui étaient présents. Il y en avait encore le week-end dernier. Il y avait cet avocat Janssen qui conteste toutes les mesures qui ont été prises par le gouvernement. Donc je pense que ça s'est fait. Maintenant, j'ai bien entendu aussi dans votre film la critique selon laquelle dès qu'un scientifique avait un avis divergent, il était censuré quasiment et disparaissait des médias. Vous savez bien que le problème, il est beaucoup plus complexe que ça. À partir du moment où une université, je pense à Jean-Luc Gallat, à partir du moment où son université réfute ses propos et prend ses distances par rapport aux propos qu'il tient,
comment peut-on, nous, encore lui accorder la même confiance et l'inviter comme il a été invité quand même. Il était chez Pascal Vrébeuf, je ne sais plus à quel moment. Donc, si on n'a plus la reconnaissance de ses pairs, ça devient difficile d'accorder... C'est pas ses pairs, c'est sa hiérarchie, hein, c'est pas la même chose. Voilà, Jean-François Raskin, ces médias alternatifs, finalement, c'est une bonne chose qu'ils arrivent comme ça pour prendre une place qui n'était pas occupée par les médias officiels. Enfin, je ne sais pas s'ils prennent une place, en tout cas ils existent. Il y en aura de plus en plus. Il y en a de plus en plus aujourd'hui sur les réseaux sociaux, des médias alternatifs. On ne sait pas bien les audiences que ça représente. C'est très compliqué à savoir. Regardez, vous avez ici un exemple, 1 700 000 personnes. Oui, mais ce n'est pas un média. C'est pas un média. Ce n'est pas un média, mais c'est quand même un signe d'un succès. Oui, c'est une production audiovisuelle et qui a son succès, évidemment, 1 700 000, je pense. En dehors des circuits traditionnels. En dehors de tous les circuits traditionnels. Donc, beaucoup de chaînes de télévision rêveraient de faire des audiences de cette ampleur-là. Donc, il y a beaucoup de médias alternatifs qui sont en train de se créer. Effectivement, il y a des gens qui ont envie de prendre en main le destin de l'information et qui sont des producteurs d'information. La question va être, par rapport à ce magma de nouveaux acteurs qui vont entrer dans le jeu de l'information, comment s'y retrouver, comment accorder à un moment donné une confiance à ces différents acteurs, et notamment comment retrouver aussi une certaine confiance vis-à-vis des grands médias. Aujourd'hui, ils disent, nous faisons des audiences extraordinaires. Tout le monde fait des audiences extraordinaires, y compris tous les médias alternatifs. L'audience ne veut pas dire confiance. Donc, il y a ces deux notions totalement différentes. Et donc, ils font beaucoup d'audience parce que les gens ont besoin d'avoir des informations. Mais les gens qui vont chercher de l'information sur RTL, à l'RTBF, au soir, vont aussi chercher de l'information sur tous ces médias alternatifs. Donc, ils ne se contentent plus d'une seule voix, d'un seul acteur. Ils veulent savoir, ils veulent comprendre. Et je pense que les grands médias aujourd'hui auraient tout intérêt à provoquer des grands débats en leur sein et avoir chez eux, sous les plateaux de télévision ou dans les journaux, d'avoir des voix qui soient des voix autres, des voix alternatives. Discordantes. Ça aiderait les gens à s'y retrouver et ça éviterait sans doute toute une série de créations de médias alternatifs dont on ne sait pas vraiment. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais la question venait de Marlène Nyon, je pense, quelque chose comme ça. Donc, une autre ici de Felipe Marquez. Pourquoi toujours parler des cas et des décès? Pourquoi ne pas rassurer la population avec les 99,90% de survivants? Oui, c'est un chiffre que j'ai donné dans le film, effectivement. C'est là que je trouve, de nouveau, on m'a dit, ouais, vous relativisez. Je dis à un moment où, au 31 décembre, il y a 0,17% de la population belge qui est décédée du Covid. Donc ça veut dire que 99,80... Enfin voilà, faites le calcul. Ça veut dire qu'effectivement, quand on entend les médias, et pas seulement belges, on a l'impression qu'on est face à une apocalypse. Or, le simple fait d'avoir dit ça, c'est très clair sur les audiences. Il faut regarder qu'à ce moment-là, parce que YouTube et Vimeo donnent les audiences, ça chute. Ça veut dire que les gens ne sont pas prêts à accepter ça, alors que c'est un chiffre officiel de l'OMS, du gouvernement, de Sciences Ano. Il y a effectivement 0,17% des gens qui sont morts du Covid. Mais ça va tellement à l'encontre de ce qu'on nous a dit pendant des mois, c'est-à-dire que c'était catastrophique, grave, des gens mouraient partout, 20 000 morts, etc. C'est vrai, c'est 20 000 morts, mais 20 000 morts, ça ne fait jamais que 0,17%. Et effectivement, on n'a jamais, pendant cette crise, essayer de rassurer la population. On ne l'a jamais, par exemple, incité à prendre soin d'elle. On sait très bien que ça frappe en majorité les obèses. Est-ce qu'on a fait une seule campagne contre l'obésité pendant l'année qui a duré cette pandémie? Est-ce qu'on a favorisé, par exemple, un truc très récent? Moi, j'avais eu un souci avec un docteur qui s'appelle Marc Watley, qui au début voulait confiner tout le monde très vite, etc. Là, maintenant, il est devenu le porte-parole de ce médicament qui s'appelle l'ivermectine, et il est en train de dire, mais je ne comprends pas comment les médias ne parlent pas de ce médicament qui fonctionne. Il est utilisé au Chili, au Pérou, partout, et les médias, chez nous, c'est vaccin. Donc effectivement, c'est à ce genre de personnes qu'il faudrait donner des tribunes, que les médias alternatifs doivent le faire, puisque les médias mainstream ne le font pas. On ne donne pas des nouvelles rassurantes dans les médias belges traditionnels? C'est toujours la même question, ça, hein. Les bonnes nouvelles, ça marche pas vraiment, et le train qui arrive à l'heure, c'est pas une information. Bon, mais cela dit, j'ai noté ça, effectivement, regardons votre documentaire, parce que vous dites exactement, on a mis le pays à l'arrêt
pour 0,17% de morts. Alors, on ne va pas contester les chiffres. Enfin, les chiffres, on peut leur faire dire un peu tout ce qu'on veut, j'ai envie de dire. Mais on a mis le pays à l'arrêt pour 0,17% de morts. Est-ce que c'est pas plutôt parce qu'on a confiné la population qu'on a réussi à limiter le taux de mortalité, qui n'est pas le taux de létalité, mais je ne vais pas rentrer là-dedans, parce que voilà, à 0,17%. Votre phrase, là, on peut la retourner. Hein. Je pense que ça s'appelle un sophisme, si ma mémoire de l'UNIF est bonne. Hein, merci. Voilà, c'est vrai qu'on est trop à tendance trop alarmiste. On devrait aussi relativiser les chiffres qui sont donnés. Mais je n'en sais rien. Toujours est-il que moi, j'entends d'autres scientifiques et non des moindres. Je parle de, effectivement, Marc Watley maintenant. On parle de Bernard Rentier, qui est un grand virologue aussi, ancien recteur de l'Université de Liège. On parle de Martin Zizi, qui a été chef épidémiologiste, qui tient un discours totalement différent. Et il vit aux États-Unis pour le moment. Même des gens comme le docteur Fauci, qui est quand même le patron épidémiologiste aux États-Unis et qui mène la campagne de vaccination pour le président Biden. Ce sont des gens qui pourtant sont des sommités internationales et qui ne tiennent absolument pas le même discours que nos experts à nous. Donc il y a effectivement des divergences d'opinion et des divergences de vues. Moi, ce que j'attends, c'est qu'on réunisse ces gens-là et qu'on puisse débattre et qu'on puisse se faire notre propre opinion, plutôt que d'avoir un discours qui est tout le temps le même, qui est univoque et qui pose des problèmes, et qui pose des problèmes parce que les gens veulent trouver alors d'autres voies, des alternatives au discours officiel, et peuvent se lancer dans toute une série de thèses qui sont effectivement des thèses qui touchent au complot et que des gens nous en voudraient quelque part. Je pense que le grand débat entre plusieurs spécialistes qui devrait avoir lieu est nécessaire, franchement est nécessaire, et ça pourrait réconcilier en quelque sorte et le monde politique et le monde scientifique, parce que le monde scientifique en a pris aussi des coups ces derniers mois, et le monde scientifique et le monde politique et les journalistes avec les citoyens. C'est une question de Philippe Brenne ici. En fait, il dit, est-ce que ce n'est pas justement parce que les gens en ont marre d'avoir peur qui fait le succès de votre film? Ils ont envie d'avoir un autre discours, moins alarmiste, et qui les libère un peu de cette pression qu'ils ont sur eux depuis un an. Je ne sais pas, il faudrait poser la question. Moi, je n'ai pas essayé de faire un film rassurant, enfin, je n'ai pas l'impression. On m'a même reproché d'être moi-même anxiogène et d'utiliser les mêmes ficelles que les médias mainstream, et que j'utilisais moi aussi, le matraquage, etc. Donc, pour moi, c'est simplement essayer de donner un autre son de cloche pour que les gens puissent entendre autre chose. Et donc, je pense que le succès du film aussi, c'est simplement que c'est des retours que j'ai eus, c'est que vous dites tout haut ce que beaucoup de gens pensent tout bas depuis le début, c'est qu'on en fait trop, c'est qu'on en a marre, c'est que dégrainer les chiffres. Pourquoi est-ce qu'on n'égrène pas les chiffres du diabète ou des crises cardiaques, etc. Oui, ici, il y en a un autre qui dit pourquoi est-ce qu'on ne dégraine pas les chiffres des morts de la faim, par exemple. En Belgique, j'espère qu'il n'y en a pas trop. Mais c'est vrai que si on se concentre sur la Belgique, il y a d'autres pathologies qui sont très importantes. On a complètement négligé les cancers, les AVC, les crises cardiaques. Pour moi, c'est très symbolique quand on dit que les fumeurs peuvent baisser le masque pour fumer, alors qu'on sait qu'un des plus grands fléaux de notre époque, c'est la cigarette et le cancer du poumon. Pour moi, ça veut dire qu'est-ce qu'on se préoccupe vraiment de la santé des citoyens quand on autorise ça? Je veux dire, enfin voilà, il y a toute une série d'incohérences qui font que je pense que les gens n'entendent plus le discours, et donc il y a une perte d'adhésion parce qu'il y a eu tellement d'incohérences. Une fois, le masque était pas obligatoire, là, il est indispensable. Enfin, je pense que les gens sont perdus. Ou alors les gens pensent qu'ils se sentent un peu manipulés maintenant, en fait, par la manière de faire des médias, et ils ont peut-être envie d'avoir une réponse à ces questions-là. Je ne sais pas s'ils se sentent manipulés. En tout cas, je pense que les incohérences du gouvernement font que, en tout cas, on fait du yo-yo et les gens ne s'y retrouvent plus. Et effectivement, le problème, c'est que la plupart de ces mesures n'ont aucune base scientifique réelle, et que donc on a l'impression... Là, je suis de près un groupe qui s'appelle Covid Rationnel. Ce sont des scientifiques d'éminents spécialistes qui disent mais prouvez-nous que le couvre-feu a une vraie légitimité scientifique. Or, ce n'est pas le cas. Oui, mais non, mais bien sûr qu'il y a un manque d'adhésion pour l'instant de la population. Bien sûr que tout le monde en a marre. Cela dit, je trouve que votre film est plus anxiogène encore que tout ce qu'on a pu faire dans les médias, puisque non seulement il y a la crise du Covid qu'on ne peut pas nier, que vous niez pas d'ailleurs.
contrairement à certains qui estiment que ce virus n'existe pas et n'est jamais qu'une invention. Mais vous prédisez effectivement derrière cette crise du Covid, on l'a déjà dit, une crise systémique au niveau économique, au niveau sociétal, etc. Donc, vous vendez aussi cette peur que vous nous reprochez c'est parce que je suis très inquiet. De vendre à certains moments, mais moi aussi, mais je partage, je vous l'ai dit tout à l'heure, je partage les mêmes inquiétudes que vous, mais je n'ai pas de réponse à cela aujourd'hui. Et en tant que journaliste, ce que je fais, c'est poser les questions et effectivement récolter des opinions divergentes, avoir un discours qui n'est pas univoque, parce que tu disais tout à l'heure un discours univoque. Je ne pense pas qu'on ait eu un discours univoque. C'est pas parce qu'on donne des chiffres tous les soirs que le discours est univoque pour autant. Je crois que c'est vraiment un raccourci, ça, qui m'énerve. Voilà. Jean-François Raskin, qu'est-ce qui fait le succès de ce film? Juste pour dire, le discours univoque, c'est pas cela. C'est de dire, à un moment donné, il y a un discours qui est dominant et qui est celui que la population ressent. Je ne dis pas que d'un point de vue journalistique et le travail qui est fait au sein des rédactions n'est pas compris dans le sens où on essaie de donner la parole à tout le monde. C'est toujours le ressenti par rapport. C'est pour ça que j'insiste toujours sur les logiques de réception. C'est qu'est-ce que les gens reçoivent et retiennent finalement du discours journalistique. C'est pour ça que je dis aussi que la nécessité aussi de la presse de manière générale de réfléchir aussi à ce que l'on induit dans la population par les informations que l'on donne. Mais d'accord, et c'est vrai qu'il y a un discours dominant, il y a la parole qui a été donnée très 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 souvent aux mêmes experts, mais en même temps, si on ne fait plus confiance à la science, qui elle-même n'a pas un discours univoque et qui tient des propos divergents, si on ne fait plus confiance à la science, on tombe dans quoi? Dans l'obscurantisme, quelque part. On revient... Enfin, si... Tu as des experts, à un moment donné, et puis tu en as d'autres. Oui. Et la question, c'est qu'on a donné... Tu vois les experts officiels du gouvernement qui ont été sélectionnés. On ne sait d'ailleurs pas pourquoi ils ont été sélectionnés. Ils ont changé, d'ailleurs. Hein. Oui, on a changé. Ceux qui étaient de moins en moins d'accord avec la ligne principale, la ligne oui, il y en a un ici, dominante. Nico, qui nous demande pourquoi est-ce qu'on ne s'offusque pas, les médias, du sort du professeur Gala et du docteur Sacré au lieu de les boycotter. Oui. Puisqu'ils ont été écartés, ce ne serait pas le moment d'aller les retrouver? Oui, mais d'autres ont été écartés. Enfin, ils sont pleins d'avoir été écartés. Et c'était pas des gens qui ont démérité. Ce sont quand même des gens qui sont des universitaires, des chercheurs, des spécialistes dans leur domaine. Ce ne sont pas des gens qui sont complètement décérébrés. Hein. Mais nous ne sommes pas... Des fous. Hein. Encore une fois, nous ne sommes pas médecins. Moi, je n'ai pas de formation scientifique. Je ne suis pas épidémiologiste. Je ne peux pas juger de la validité de telle ou telle étude. À partir du moment où, effectivement, une université prend ses distances et ne fait plus vraiment confiance à un expert... Qu'est-ce qui, moi, me permet de dire, mais oui, c'est lui qui a raison. Mais Jean-François Raskin, pour vous, la clé du succès de ce documentaire de Bernard Crutzen, c'est quoi? Pourquoi est-ce qu'il est autant regardé? Parce que les gens sont d'une manière générale, sont assez perdus. Essayez d'avoir un rendez-vous chez un psychiatre ou un psychologue aujourd'hui, vous ne savez pas. Quand ils ne sont pas eux-mêmes en burn-out ou en dépression. C'est très compliqué aujourd'hui. La santé mentale des citoyens belges et européens, d'une manière générale, est au plus bas. Je pense que ça devient vraiment intenable. Il y a des gens qui sont... Je pense que les conséquences de ce que nous vivons aujourd'hui sont des conséquences qu'il faudra assumer pendant longtemps. C'est pas parce qu'on sera guéri du Covid qu'on sera guéri au niveau sociétal. Je pense que le mal, il y a un mal qui a été fait. Alors, peu importe les responsables, est-ce que c'est le Covid, est-ce que ce sont les mesures décidées par le politique, peu importe. Toujours est-il que la société va pas bien du tout. Elle cherche des réponses, elle cherche à se raccrocher à quelque chose. Il faut que le monde politique prenne conscience de cela, et ils l'ont fait insuffisamment. Vous savez, lorsqu'il y a eu les phénomènes Covid au long cours, vous savez, les gens qui sont guéris, mais qui continuent à avoir des symptômes, etc. Nous, on a alerté, puisqu'on travaille avec l'IEX, on a travaillé pendant 1 an là-dessus, sur la manière dont la presse avait couvert cela, et aussi essayer de comprendre d'autres discours aussi qui étaient tenus dans quelque chose comme la vérité du moment. Et le Covid au long cours, on s'en est aperçu au mois de mars. Hein. Mois de mars et au mois d'avril. On a essayé de sensibiliser la presse là-dessus. Il a fallu attendre le mois de juin pour avoir un article dans la Libre là-dessus. Je vois qu'il a connu les mêmes problèmes que... Ça a mis du temps, en fait. Ça fait du temps.
temps pour que... Et puis, Voilà, il faut du pourtant, temps. il y avait des laboratoires universitaires qui recherchaient déjà en France là-dessus et qui s'intéressaient. Il y avait des réseaux sociaux qui étaient alimentés en permanence sur des gens qui souffraient et qui n'avaient plus de voix à faire entendre. Il a fallu que, mois de septembre, que la presse a commencé vraiment à travailler là-dessus. Petit à petit. Donc on en arrive aussi petit à petit, malheureusement, à la fin de cette émission. Nous sommes déjà depuis 1 heure ici avec vous. Donc est-ce que je peux vous demander, vous avez eu des plaintes? Est-ce que vous avez des ennuis par rapport à ce documentaire? Les premiers ennuis que j'ai eus, c'est assez étonnant, mais ça prouve bien que mon documentaire n'est pas. C'est de la part de sites complotistes qui m'ont dit vous nous tournez en dérision alors qu'on a les preuves de tout ce qu'on... Donc ça veut bien dire qu'eux-mêmes ne se retrouvent pas dans le film, et ça m'a plutôt fait plaisir. Ça voulait dire que je ne suis pas tombé dans cet écueil, contrairement à ce que certains journalistes ont dit. Et puis non, enfin il y a eu donc le retrait de Madame Mazzochetti, je préfère l'évoquer moi-même. Il faut se mettre à la place de cet anthropologue qui tout d'un coup découvre, parce que un de ses collègues qui s'appelle Olivier Klein déclare que le film est complotiste. En gros, le dimanche, le film est sorti samedi, le dimanche c'était déjà classé, le film était complotiste. Et donc tout d'un coup on lui dit tu sais que tu as témoigner dans un film complotiste. Et je trouve ça très dommage et j'étais très déçu qu'elle prenne ses distances parce qu'en fait, ce qu'elle dit dans le film est extrêmement précieux justement pour que les gens ne plongent pas dans les théories conspirationnistes. Et donc voilà, pour moi, ça a été un coup dur. Un truc qui est complètement dingue, enfin, je vous le dis à vous, enfin, je ne vais pas dire que c'est discret, mais la RTBF a contacté tous les intervenants de mon film pour leur demander de se positionner par rapport à mon film. Et ça, je trouve ça assez extraordinaire parce qu'on pourrait faire ça pour presque tous les films de toutes les classifications. Je veux dire, c'est un procédé que j'ai trouvé très bizarre. Et donc, il y a plusieurs de mes intervenants qui ont dit, tu sais, la RTBF m'a demandé de me positionner, j'ai tenu bon. Du coup, ça ne les intéressait plus. Enfin, je trouve cette démarche, voilà. Donc, les attaques sont venues de manière, je dirais, un peu sournoise. Je peux dire que nous avons aussi invité quelqu'un de la RTBF ici, mais ça n'a pas été possible, malheureusement. Est-ce qu'il y aura une suite à ce film documentaire, puisqu'il a autant de succès? Je suppose qu'on vous demande de faire la version bis? Non, c'est pas une demande. Moi, ce que je voudrais d'abord, c'est répondre à l'ensemble des critiques qui ont été faites sur le film, parce que certaines ont été de très mauvaise foi et parfois injustes. Mais il y en a d'autres que je suis tout à fait prête à accueillir. C'est vrai que j'ai fait des erreurs, qui n'en fait pas. Et donc voilà, ça, je réfléchis à faire un petit fascicule ou un pamphlet, je ne sais pas encore très bien. Mais c'est un film qui était épuisant pour moi, parce que ça veut dire que j'ai passé des nuits entières à revisionner des émissions, à me faire des opinions. J'ai beaucoup gambergé, donc voilà, j'ai pas en tout cas l'énergie en ce moment. D'accord. Un mot de la fin peut-être pour nos 2 autres invités, Dominique? Oui, moi, ce que je regrette, Monsieur Crutzen, c'est que finalement votre film divise. Alors, je trouve que, effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une mise en question salutaire de nos pratiques. Toute critique est bonne à entendre. Maintenant, on n'est pas toujours d'accord, hein, c'est le principe. Mais que vous critiquiez la manière dont on fonctionne, je trouve ça tout à fait légitime. Je vous le dis, je trouve ça salutaire, mais le résultat, c'est qu'effectivement, c'est un film qui est très clivant et qui divise parce qu'il jette l'opprobre sur la presse mainstream et a plutôt, alors, comme conséquence de renvoyer les gens vers des réseaux sociaux où on a les pires choses qui circulent et vers ces sites complotistes. Je suis rassurée de voir que effectivement ces complotistes ne vous reconnaissent pas comme l'un des leurs. Ça fait du bien. Jean-François? Moi, je pense que nous avons une presse quand même de qualité, donc qui a été complètement débordée, mais comme nous tous, face à l'ampleur du phénomène. Je pense aussi que ce n'est pas parce qu'elle a été dépassée par ce phénomène, comme nous tous, et comme les politiques, et comme les scientifiques, qu'elle ne doit pas réfléchir sur son fonctionnement et sur ce qu'elle est. Et je pense que la presse se grandirait d'une manière générale, les journalistes, et je sais que ça se fait aussi à l'intérieur des rédactions, mais à se poser chaque fois, à se remettre sans cesse en question. Je pense que nous devons le faire tous quelque part, et c'est comme ça qu'on pourra construire aussi quelque part un avenir commun, un avenir ensemble dans une démocratie qui soit une démocratie apaisée. Voilà, c'était le thème d'ailleurs de votre carte blanche dans la Libre. Oui. Ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Hein. Donc merci beaucoup d'avoir été présent avec nous aujourd'hui. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés ici en Facebook Live. Je vous donne rendez-vous dans pas longtemps, dans 2 jours très exactement, jeudi soir, avec un prochain Facebook Live qui sera consacré à la communication de crise de nos 3 hôpitaux, le CHC, le CHR, le CHU. Louis Marette, Antoine Gruslin et Marianne Lebrun seront nos invités jeudi 20h, même chaîne. Bonsoir.